Bonjour à tous, bienvenue. C'est le samedi prochain qu'a lieu l'évaluation diagnostique des enseignants reversés de 2008 pour les retardataires. Dans la foulée, le Conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère en charge de l'enseignement secondaire fait connaître sa position. Il appelle à la suspension de cette évaluation jusqu'aux prochaines vacances. Sur le même sujet, nous avons invité aujourd'hui pour vous un acteur détaché du système, Koromla Langba, ancien conseiller pédagogique de mathématiques générales à la retraite depuis 2008, depuis 2001, pardon. Avec vous, Monsieur Koromla Langba, nous parlerons plus globalement du système éducatif. Aujourd'hui, vous qui avez vécu, n'est-ce pas, cette polémique au sujet de l'évaluation diagnostique des enseignants reversés de 2008, comment vous avez vécu cela? Oui, je dois d'abord vous féliciter ici à Soleil FM pour le travail que vous abattez, pour la position que vous occupez dans le domaine médiatique. Vous devez tout faire pour garder la lumière là allumée, qu'elle ne vacille pas, parce que c'est extrêmement important pour tout le monde, pour vous-même et pour tout le monde. Merci beaucoup. Comment j'ai vécu ça? Moi, depuis quelques semaines déjà, je suis mal à l'aise, je ne me sens pas bien dans ma peau. Vous savez, il y a eu un moment où le gouvernement a réussi à confondre certains directeurs d'établissements primaires d'indélicatesse de gestion, hein, et on a publié leur nom, consort, pour des histoires de cantine, pour des histoires de cantine, et après affaire de grossesse, et puis tout le monde s'en est donné à cœur joie. Une certaine presse s'était engouffrée dedans, et l'enseignant est présenté comme pratiquement un vaurien, quoi. Les enfants vont aller aux examens, ils échouent, encore qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils engrossent nos filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, cette histoire d'évaluation est en train de créer la même situation où nous sommes dans un débat binaire là où les uns disent oui, bon, le gouvernement a le droit d'évaluer, les autres disent non, on ne peut pas. Et ce que ça crée, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux dans la mesure où ça conduit à considérer la corporation des enseignants comme une sorte de paillasson sur lequel n'importe qui a mal de solution vient essuyer les pieds, et on est en train de détruire comme ça le métier. Cette évaluation ne devrait pas venir ici, parce que notre système éducatif, on sait à peu près le mal dont il souffre, et la volonté du politique doit être traduite de telle sorte que le système ne soit pas ébranlé tel qu'il est maintenant. Or, certains cadres ont accompagné cette volonté du président de la République. C'est légitime que le président souhaite évaluer, mais comment ça se fait là? C'est extrêmement dangereux. Parce que lorsque moi j'ai jeté un coup d'œil sur l'épreuve, par exemple du primaire, de mathématiques du primaire. Avant d'en arriver à l'épreuve, qu'est-ce qui constitue le danger? Le diagnostic est-il mal fait selon vous? Là, le diagnostic est mal fait parce que on n'aboutira pas à ce qu'on souhaite obtenir. C'est évident. On n'aboutira jamais à ce qu'on souhaite obtenir. Vous voyez la polémique que ça crée là déjà. Parce que est-ce que l'épreuve, je reviens à l'épreuve, parce que est-ce que l'épreuve donnée permet d'être suffisamment clair, transparent? Est-ce que ça permet de décider véritablement? Parce que quand on fait une évaluation, on décide de la suite. Le gouvernement n'est pas très clair dans ce qui va se passer après, mais ensuite, un candidat qui se comporte très bien en classe peut échouer banalement parce que l'épreuve est mal conçue. Un enseignant qui se comporte très bien en classe, et c'est ça qu'on veut, peut échouer parce que l'épreuve est mal conçue. Comment? De quelle manière? L'épreuve de mathématiques, par exemple, lorsque nous prenons, il y a une partie là, d'abord,
l'épreuve dans son ensemble est une épreuve qui se présente comme un ramassis de choses, quoi, des exercices. Or, il y a longtemps qu'on ne fait plus des exercices. Il s'agit en mathématiques de construire les mathématiques. Or, l'épreuve écrit quelque chose, on met exercice 1, exercice 2, exercice 3. En principe, on devrait dire cette épreuve est constituée d'un certain nombre de 3 parties, appelées ici exercices. Un exercice, lorsque vous apprenez aux enfants, par exemple, à multiplier un nombre décimal par un nombre décimal, aussitôt après, vous pouvez donner un exercice pour voir s'ils maîtrisent au moins ce mécanisme. Il y a une différence entre exercice et problème. Le problème, c'est déjà plus complexe. C'est-à-dire quoi? On doit ajouter à ça d'autres connaissances. Or, dans cette épreuve, nous avons des exercices bizarres. Il y a longtemps. Dans les livres, d'ailleurs, les gens ont adopté beaucoup d'autres terminologies. Hein? On écrit peut-être, on dit « je découvre, j'approfondis ». Je fais le point. Voilà les rubriques qu'on a dans les livres. Mais ça, c'est sur la forme. Mais ici, on veut évaluer la connaissance, la maîtrise de connaissance de ces enseignants. Oui, c'est des enseignants. Donc, c'est des enseignants qui ne sont pas chargés de livrer seulement les connaissances académiques, les connaissances notionnelles, livresques. Ils sont chargés, à partir des connaissances livresques, de conduire les enfants d'un point à un autre, de façon à leur permettre de construire des connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. Vous revenez là sur la polémique de la forme de l'évaluation diagnostique. Tout à fait, parce que faut-il évaluer en situation de classe ou faut-il évaluer sur table? Ah non, sur table, ça ne... C'est pas l'enseignant qui a une classe de 30 élèves et l'enseignant qui a une classe de 70 élèves, vous n'appréciez pas de la même façon leur comportement. Celui qui a une classe de 70 élèves, peut-être que à 30 élèves, il aura moins de problèmes qu'eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on lui a appris à faire quoi? À enseigner. On ne lui a pas appris à faire des exercices. On lui a appris, par exemple en mathématiques, à construire les mathématiques. Donc, comment il construit les mathématiques avec ses élèves? La situation de classe est plus appropriée et nous avons un réseau d'encadrement pédagogique suffisamment étoffé dans ce pays. Il y a tellement de cadres et on peut utiliser ces cadres. Ensuite, s'il vous plaît, il y a tellement de rapports sur... Les gens sont allés en mission, ils ont produit beaucoup de rapports qui sont là et qui ne sont pas exploités. Qu'est-ce qu'on en fait? Et lorsqu'on donne une épreuve du genre, ça veut dire quoi? On peut peut-être aller jusqu'en première, puisqu'on parle du PGCD. On n'apprend pas le PGCD au primaire. N'est-ce pas? L'épreuve, on s'est même trompé parce que l'épreuve indique que dans un certain triangle, il y a des milieux et il y a dit ces droites-là déterminent 4 triangles superposables. L'épreuve de mathématiques au primaire. Je reviens toujours à ça. Or, les droites en question ne déterminent pas 4 triangles superposables. Or, le collège type fait comme si l'idée qui a gouverné ceux qui ont voulu donner cette épreuve est cette seule idée qui peut aller. Non. L'idée, c'est que l'épreuve est mal conçue. La lettre de l'épreuve n'a pas été respectée. Ils ont respecté l'esprit de l'épreuve, ainsi de suite. Voilà, donc le candidat qui va en classe et qui respecte correctement les indications pédagogiques et autres, ce candidat peut échouer parce qu'il risque d'avoir une note minable en mathématiques. Ça peut jouer au final sur l'ensemble des notes qu'il aura et on va dire, celui-là, il est à côté. Donc l'évaluation elle-même a de problèmes. Si on vous entend bien, les initiateurs sont mal partis pour, disons, peut-être... Les initiateurs sont mal partis parce que ceux qui ont conçu l'épreuve devraient se renseigner. Ceux qui ont conçu l'épreuve devraient se renseigner sur le programme d'études. Quelles sont les terminologies utilisées? Parce que selon la transposition didactique, il y a un certain nombre de concepts qui sont véhiculés au primaire. Or, l'épreuve n'a pas tenu compte de ça.
L'épreuve va utiliser des termes comme si on peut utiliser n'importe quoi. Non. Je prends un exemple. Oui. Le mot angle. Le mot angle, un docteur en mathématiques ou quelqu'un qui est en terminale, les angles orientés, plein de choses, ça dit beaucoup d'autres choses. Mais la transposition didactique a exigé que dans ces classes-là, on parle de mesure d'angle. Or, ici, dans l'épreuve, on parle de angle égaux. L'expression angle égaux n'existe pas au primaire. Pourtant, c'est dans l'épreuve. Pourtant, c'est dans l'épreuve. Donc, le collègue qui suit bien et qui voit angle égaux, on ne définit pas les angles égaux au primaire. Voilà pourquoi je dis, ne serait-ce que pour l'épreuve de mathématiques, il y a problème. Il y a un problème. Donc, je parle toujours le collègue qui suit bien les indications pédagogiques. Lorsque nous allons en classe, on exige de nous de préparer la classe. La préparation de la classe a un volet extrêmement important qui est les connaissances académiques. Le maître, il a beau être docteur en mathématiques, il doit revenir pour dire, ah, cette notion-là, comment on me demande de l'enseigner? Et il voit comment lui-même se retrouve par rapport à cette épreuve, avant de faire tout le reste pour préparer la classe. Donc, il y a ce volet-là. Alors, l'épreuve ne rend pas compte de ça. Ne peut pas. Celui qui travaille, on va dire, il a échoué, il a fait ceci. L'épreuve ne permet pas de situer véritablement ceux de ses collègues qui ont besoin d'une formation complémentaire et les autres. On peut avoir bien la compétence et à cause de l'épreuve, parce que l'épreuve est conçue comme vous le dénoncez. Et passer à côté. Passer à côté, échouer. Parce qu'on s'est installé dans un débat binaire, comme je le disais là, bizarre, où oui, non, on va faire... Et ce n'est que ça qui anime maintenant les enseignants. Un parent d'élève à qui on dit, les enseignants là, on veut les évaluer pour que tes enfants puissent aller correctement à l'école et puissent évoluer. Le parent d'élève sera d'accord. Le parent d'élève dit, ah mais pourquoi les enseignants refusent-ils? Mais parce que les parents d'élèves ne comprennent pas. Alors c'est l'État et les cadres qui accompagnent ces volontés-là. C'est ceux-là qui doivent faire en sorte qu'on n'en arrive pas là où on en est là. Parce que moi je dis que nous sommes comme un paillasson. Tout le monde parle de nous de façon... chacun se range d'un côté comme de l'autre. Même des collègues trouvent bizarre que certains collègues ne veuillent pas composer pour ceci ou cela. Mais c'est délicat cette histoire-là. Koromla Alangba, vous êtes enseignant aujourd'hui à la retraite depuis 2001, donc vous pouvez valablement parler avec détachement, n'est-ce pas, du sujet. Pour vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire vu l'état des lieux? Ce qu'on aurait dû faire pour traduire la volonté du président, moi j'ai mon idée là-dessus, mais ce qu'on aurait dû faire, à mon sens, c'est tout simplement utiliser les cadres qu'il faut, dynamiser de nouveau le réseau d'encadrement pédagogique, utiliser les rapports qu'il faut pour avoir une idée plus précise, parce qu'ils vont, ils viennent un certain nombre de fois, et c'est ça qui va permettre de situer ce collègue-là a des problèmes ici ou là, mais ce n'est pas une épreuve qui a un caractère statique et non dynamique, un caractère photographique. C'est comme si je fais une photo tout de suite là. Il faut s'inscrire dans une démarche dynamique pour avoir un processus qui peut conduire à décider de quelque chose par rapport à un certain nombre de collègues qui ont besoin. Je ne dis pas que tout le monde se comporte bien, du tout pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas en faisant composer de façon brutale une journée et on a une note. Non, on dépasse la note. C'est d'ailleurs pourquoi on parle maintenant de compétences. On dépasse une note. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On analyse tout ça. L'épreuve ne permet pas de faire ça. Donc, à mon sens, c'est de dynamiser le réseau d'encadrement pédagogique et les cadres, il y en a. Qu'est-ce qu'on met dans le réseau Ah ben, il y a les conseils pédagogiques, il y a les inspecteurs,
Il y a les docteurs en mathématiques qui ont été formés. Il y a plein de gens. Enfin, quand on est dans la discipline mathématique. Quand on est dans la discipline mathématique, et bon, en français aussi, tout ça là, il y a plein de gens qui sont dans les ministères qu'on peut utiliser pour avoir une idée plus précise de ce que vaut chaque collègue. Mais en faisant composer, il y a les aléas de la composition, il y a plein de choses sur l'évaluation, la note. Les questions de docimologie sont très délicates. Donc, je crois que, à mon sens, c'est ceux des collègues, ceux des cadres qui accompagnent ces volontés-là, qui n'arrivent pas à clarifier et à dire aux responsables politiques et autres ce qu'il faut faire pour qu'on n'en arrive pas à des situations comme ça où on parle de pourcentage de participation. Non, on est loin de ça. Oui, mais l'évaluation telle que vous préconisez, l'évaluation en situation de classe, elle a également ses insuffisances, non? N'est-ce pas qu'elle est plus subjective? Tout à fait. Elle est subjective, elle est aussi objective. Mais c'est la façon dont le cabinet du ministre conduit les cadres, c'est de cette façon qu'on va tirer ce qu'on veut tirer. Parce que elle est subjective. Mais comment faire pour enlever autant qu'on peut cette subjectivité selon vous? Mais, si un inspecteur se présente aujourd'hui, il fait un rapport et qu'on exploite le rapport, si c'est 3 semaines après qu'on envoie un autre inspecteur, par exemple, déjà, il y a 2 différents rapports et on analyse pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Le même inspecteur peut revenir. Et l'inspecteur n'est pas un loup-garou. L'inspecteur aide le collègue à progresser aussi. C'est extrêmement important. Puisqu'ils n'ont appris à enseigner. Donc, ils n'ont pas appris à faire des exercices. Par exemple, en mathématiques. Vous parlez des enseignants. Je parle des enseignants. Donc, ils n'ont pas appris à faire des exercices. Non, on le leur fait faire en évaluation sur table. Parce que les choses ont changé depuis, disons, 2001 et autres. Là. Avant, c'est quoi? On amenait les élèves de façon à construire, à dire qu'est-ce que c'est qu'un carré, qu'est-ce que c'est ceci. Et on se dit, plus tard, ils vont développer des compétences. Mais depuis 2001, de façon un peu maladroite, certes, on a renversé. On s'est dit, bon, il vaut mieux fixer comme objectif la construction des compétences à partir d'exercices. Donc, l'exercice est une ressource qu'on investit. Depuis 2001, depuis ce que nous appelons les nouveaux programmes. Les nouveaux programmes, merci. Les nouveaux programmes, depuis que les programmes ont été traduits en termes de compétences, l'exercice, les contenus notionnels viennent au secours, viennent pour construire la compétence. Et il n'y a pas que ça. Il y a des savoir-faire, il y a ce que l'élève invente, ce qu'il invente, il y a le savoir-être, il y a tout ça pour construire la compétence et de telle sorte que ce qu'il construit a une telle valeur qu'il doit pouvoir le transférer ailleurs. Si il construit, comme fait un exercice, on s'arrête là, non, il faut qu'il soit à même de transférer ce qu'il a construit. Donc depuis 2001, c'est ça. Et c'est ça que le réseau d'encadrement pédagogique doit faire comprendre aux collègues pour que ça puisse aller. Aujourd'hui, le mot compétence est assimilé à beaucoup d'autres choses. Quand un élève sait démontrer ceci, cela, on dit, bon, il est compétent là. Non, ce n'est pas la compétence encore. Vous voulez dire que la compétence entendue dans l'approche par compétence est galvaudée? Est galvaudée et mal conçue. Aussi, mal conçue par les autorités ministérielles parce que si nous prenons nos classes au Bénin, il se fait que vous avez des élèves en groupe en permanence d'un bout de l'année scolaire à l'autre. Mais c'est grave. Le travail en groupe n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Et le collègue qui conçoit
qui prépare sa classe peut ne pas faire travailler les élèves en groupe. Or, il y a des membres du réseau d'encadrement pédagogique qui, dès qu'ils entrent en classe et que les élèves ne sont pas en groupe, ils attaquent les collègues pour dire, vous n'êtes pas dans la nouvelle approche. Des membres du réseau pédagogique d'encadrement, dites-vous, mais c'est systématique désormais au Bénin. Toutes les classes sont organisées en groupe. Ah non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Comment voulez-vous que tous les travaux, toutes les sollicitations qu'on peut avoir vis-à-vis d'un élève ne se font pas forcément en groupe, même si le travail en groupe a ses richesses, mais ça, c'est inconvénient. Et le travail en groupe, pour ceux qui en parlent, lorsque le nombre des élèves en groupe dépasse 3 ou 4, on dit c'est contre-productif. Or, nous sommes à 6 parfois, à 8, même au CI, les élèves sont en groupe. Mais à quoi ça sert de mettre les élèves en groupe si l'activité qu'on donne aux élèves n'est pas conçue pour qu'ils travaillent en groupe? Ça ne sert à rien. Et pourquoi cela se perpétue depuis 2001? Oui, mais non, les gens imposent ça comme ça, je ne sais pourquoi. On impose et tout le monde est en groupe. On dit voilà. C'est l'APC. C'est l'APC. L'approche par compétence n'a jamais dit de mettre les élèves en groupe. Jamais. Enfin, en permanence, vous voulez dire? En permanence. Vous choisissez les stratégies qui vont vous permettre de conduire les élèves d'un point à un autre. Et vous êtes responsable de la formation que vous donnez. Alors, c'est pourquoi les collègues très souvent disent « Ah, si je ne réussis pas, ce sont les programmes. » Ah oui, ils ont raison parce qu'on leur a imposé, on a standardisé les pratiques de classe. Ce qui fait que tout le monde se comporte de la même façon. Non seulement tout le monde se comporte de la même façon, c'est que les activités qui introduisent les cours sont parfois dans un guide et les gens croient qu'ils sont tenus de partir de ces activités-là. Ce qui fait des redites. On ne construit pas des compétences en disant la même chose tout le temps. Parce que lorsque tu le dis une fois, l'élève sait ça. Bon, après, si tu le redis après, il sait comment. Il ne montre pas de quoi il est capable. Il devient perroquet. Il devient perroquet, et ainsi de suite. Donc, les gens doivent doivent tout faire pour comprendre comment au Bénin, ici, on parle de compétence. Qu'est-ce que la compétence? Dans certains pays, la compétence, ça signifie, il sait calculer ceci, il est compétent. Certains auteurs définissent même, ils disent savoir redire. La compétence savoir redire. Or, au Bénin, non. On a choisi les compétences et on a mis sous chaque compétence un certain nombre de contenus notionnels à traiter pour atteindre la compétence avec d'autres stratégies et autres choses. C'est pas enseigné, c'est pas conduit. Les collègues ne font pas ça. Donc, en fait, pour vous, Gromla, à Langba, vous situez le grand problème du système éducatif, non pas aujourd'hui au niveau des enseignants, enfin uniquement des enseignants, mais surtout le programme tel que c'est compris, tel que c'est exécuté. Tout à fait, tel que c'est compris différemment par certains cadres. Il y a des cadres formidables. Moi, j'ai discuté avec des gens de l'échange, vous en tirez toujours quelque chose. Mais il y en a par contre qui sont pratiquement fermés. Ils sont fermés et c'est ça qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, vous passez à côté. Et les collègues ont peur. Et on est dans cette ambiance-là. C'est tout ça qui installe les collègues. Et dès qu'il y a un mauvais résultat, ce sont les enseignants. Ils sont là à faire ceci, à faire cela, et ainsi de suite. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Évaluer ou réévaluer les APC? Oui, il y a lieu de... Je crois qu'il doit y avoir des travaux en cours pour évaluer peut-être les APC à partir de ici. Le problème qui se pose aussi, c'est que l'approche par compétence n'a jamais été expérimentée au cours primaire parce qu'on a conduit les programmes d'études par objectif, n'est-ce pas? L'approche par objectif. On a fait l'expérimentation jusqu'en 2000. Et au primaire, les enfants passaient au CE1. Et les autorités de l'INFRE se sont dit, bon,
est-ce que ce qu'on fait quand même, c'est qu'il faut mieux développer les compétences. Et à partir du CE1, on a commencé par parler de compétences. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu 2 programmes au primaire. Les programmes CICP par objectif et les programmes à partir du CE1 jusqu'en cas de CM1, jusqu'en cas de CM2 par compétences. C'est après que les livres, selon l'approche par compétences, ont été conçus pour harmoniser. Donc, en réalité, l'approche par compétences n'a pas été expérimentée du CI au CM2. Non, c'est à partir du CE que ça a été expérimenté. Les gens se méprennent là-dessus. Et cela pose quel problème? Ça pose un problème parce que, mais puisque vous n'avez pas expérimenté, vous avez expérimenté à partir, c'est une sorte de greffage qui a été fait. C'est-à-dire que il y a déjà un tronc, il y a déjà quelque chose, et on veut changer, et on a greffé l'approche par compétence sur ce qui était. Donc, les gens, c'est comme si on a mis ce qui était dans une maison dans l'autre en même temps, parce qu'on dit l'autre maison vaut mieux. Ce qui fait que on a confondu tout ce qu'on faisait avant au niveau de l'approche et on est parti. Ceux qui n'ont pas compris, ils sont partis comme ça et tout le monde, quoi. Non? À mon sens, on devait repartir pour redéfinir correctement l'approche par compétence de façon que on comprenne les tenants et les aboutissants à chaque niveau jusqu'en cas de CM2. Avant de généraliser. Or, ça n'a pas été fait. Pour beaucoup aujourd'hui, on ne peut plus échapper aux approches par compétence. En réalité, l'approche par compétence, pourquoi on ne peut pas... Non, l'approche par compétence, c'est une approche. Comme il y a d'autres. Mais un élève peut sortir d'un cours et être compétent alors que le cours a été conduit selon une autre approche. C'est-à-dire? Mais oui. De manière concrète. De manière concrète. Au lieu que le maître conduise les enfants selon les exigences, les principes que moi j'approuve d'ailleurs de l'approche par compétence, mais il peut conduire les élèves selon le constructivisme. C'est une approche. Le constructivisme de Piaget, qui, à un moment donné, a dit un certain nombre de choses très réelles. Certaines choses ont évolué par la suite parce que le groupe, la pression du groupe, lui, n'a pas tellement perçu ça au départ. Mais après, ses disciples ont réglé le point du groupe et à un moment donné, on a parlé du néo-constructivisme. Donc, l'élève peut sortir d'un cours compétent alors que peut-être le collègue s'est comporté de façon bizarre dans la classe. Ça dépend de l'élève, de l'activité qui a été donnée et de la façon dont le maître a conduit. Donc l'approche par compétence, on peut conduire un cours de l'approche par compétence et les élèves peuvent sortir abrutis. Excusez, abrutis. Justement, pour beaucoup, aujourd'hui, les élèves sont plutôt abrutis par l'approche par compétence. C'est entre autres le résultat de ce que nous déplorons du système éducatif. Et vous savez, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans certains pays, ils ne parlent pas d'approche par compétence. Mais leurs élèves évoluent mieux que nous. Et ils ne parlent pas d'approche par compétence, ils n'ont pas fait cette option. Ils n'ont pas fait cette option, ils ont fait d'autres options, et ils y tiennent, et ça marche. Vous allez au Togo ici, ceux des membres du réseau académique qui vont faire des travaux au Togo, quand ils reviennent, ils disent, mais ils sont sidérés par leur organisation. Donc, au Togo, c'est l'approche par compétence aussi? Non, jusque-là, je ne sais pas. Jusque-là, il ne faut pas l'approche par compétence. Mais quand nous parlons de la Belgique et de ces pays-là, qui ont adopté l'approche par compétence. Oui, combien d'écoles en Belgique, vous allez tomber des nues. Il n'y a pas 20% d'écoles en Belgique qui parlent d'approche par compétence. Et on n'impose pas les dispositions de table spatiale comme telles qu'on le fait au Bénin. C'est au Bénin qu'on a tout généralisé, qu'on a standardisé les pratiques de classe. Et c'est grave, parce qu'un enseignant n'est pas un commis aux écritures. Un enseignant n'est pas quelqu'un qui, on dit, ben,
saisis ceci, mets-le sur WhatsApp, tout ça là. Non. Un enseignant conçoit sa conduite future dans la classe. Donc, il crée ce qui, selon lui, compte tenu de sa classe de 50 élèves, de 70 élèves ou de 30 élèves, peut permettre à ces élèves de se construire des connaissances de façon à les transférer après, lorsque le besoin se fera sentir. C'est ça. Il y a plein de pays qui ne parlent pas d'apprentissage compétence. Et quand nous faisons, il y a des comptes sur le plan international. Le Bénin est souvent dernier ou avant-dernier en mathématiques et en français. Et pourtant, on parle d'apprentissage compétence. Et il y a longtemps. Il y a toujours eu des mesures depuis 1990 pour le système éducatif. Donc, moi, je dis que le système éducatif est mal managé. C'est complètement débridé maintenant, surtout depuis l'avènement du régime du président Talon, où la volonté du président doit passer, évidemment. Bon. Mais sa volonté doit prendre en compte les réalités du terrain. Et ce sont les cadres qui accompagnent ces volontés-là, qui se doivent de dire la vérité pour qu'on puisse faire évoluer notre système éducatif de façon à ce que tout le peuple s'en trouve content, ragaillardi. Sinon, ce qui se passe là, nous sommes en train de tuer le système éducatif. Et d'ailleurs, depuis l'université, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de banalisation du système éducatif. Le gouvernement est en tête de cette histoire-là. Et bon, on fait ce qu'on veut parce que les enseignants ne peuvent rien. Ils ne valent pas les étudiants peut-être, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on est dans ce débat-là maintenant. Moi, je suis très mal à l'aise de sentir qu'on est en train de détruire complètement le système éducatif. Sans le savoir, et on croit qu'on est dans la bonne direction. On a quand même, disons, ce qu'on a, cet état des lieux, on ne pourra pas faire peut-être de miracle, mais je vous repose la question, comme là, à Langba, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour relever les choses? Si on devait pouvoir relever les choses, par où commencer? On a commencé aujourd'hui par l'évaluation des enseignants. Vous avez dit que c'est ce qui n'aurait pas dû être. Non. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on devait faire, à mon sens, là maintenant, c'est de revoir quel est le système en place, quel est l'état des lieux. L'état des lieux est mal fait. L'état des lieux, n'est-ce pas? L'état des lieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cet état des lieux? Qu'est-ce qui est investi? Qu'est-ce qui est fait? Ici, ce qu'on a fait là, pourquoi ça n'a pas abouti? Ici, pourquoi ça n'a pas abouti? Ainsi de suite. Il y a plein de choses qui sont réalisées qui ne sont pas exploitées par les cabinets ministériels. On fait réaliser, on dit que ça va aller. Je donne un exemple. Oui. Entre-temps, sur la pression du pouvoir du président Yahi Boni, il y a eu des mesures correctives pour corriger un certain nombre de choses au primaire. Sur un certain nombre de... Alors, il y a eu un document qui est sorti. Ce document en lui-même présente tellement de fautes que moi seul, j'en ai identifié 48. Dans un document officiel. Dans un document officiel. Alors, j'ai écrit au ministre, j'ai dit ceci, cela. Et ce document continue de circuler. Et pour moi, j'ai dit, au moins faites un errata qui va permettre aux gens de comprendre que, ici, il y a une erreur, ici, il y a une erreur. Déjà, ce document induit les collègues en erreur. Est-ce qu'on a fait le point à ce niveau? Qu'est-ce que c'est devenu cette histoire-là? Or, les collègues en classe continuent de se comporter en fonction de ce qu'indique ce document, et c'est grave. Voilà donc comment nous induisons nous-mêmes les collègues en erreur, comment la non-exploitation des résultats des missions peut conduire à des situations dommageables au système éducatif. C'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Donc,
À mon sens, il y a lieu que tout le monde sache qu'est-ce que c'est la compétence. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde ne comprend pas de la même façon. Ils vont prononcer le même mot, mais chacun va mettre dans ce mot autre chose. Donc, il y a lieu de faire l'état des lieux. Il y a lieu de faire l'état des lieux et d'analyser correctement, que les cadres harmonisent leur point de vue sur un certain nombre de choses avant qu'on ne se lance dans des solutions pour corriger. Si vous ne faites pas l'état des lieux, comme si c'est la volonté du pouvoir qui passe, coûte que coûte, on va escamoter, on va faire des choses comme l'évaluation diagnostique qui installe encore le système éducatif dans une situation bizarre où certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Après, on va sortir les gens et à tort. Certains seront conduits alors qu'ils devaient être dehors, et certains seront dehors alors qu'ils devaient être dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On contribue à détruire ce système éducatif et à le considérer comme moins que rien, pratiquement. On peut se tromper, mais on a l'impression qu'il y a d'autres cadres de l'enseignement, notamment de personnel d'encadrement, comme vous dites, qui n'ont peut-être pas les compétences, qui n'ont peut-être pas leur place là et qui enfoncent davantage les choses. Oui, non, ils n'ont pas les compétences et peut-être qu'ils sont figés. Oui, il y en a qui sont figés, ça dit quoi? C'est ça ou rien. On n'écoute pas ce que l'autre dit. Oh bon, c'est pas vrai, c'est ceci. Donc, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a plein de cadres de bonne volonté qui, à mon sens, s'ils sont sollicités, peuvent contribuer valablement à la mise en place d'un système éducatif qui conduit le pays vers des lendemains meilleurs. Donc, l'état des lieux, que les cadres harmonisent le point de vue sur un certain nombre de concepts et qu'on sache la conduite à avoir pour faire progresser le système. Si chacun y va de sa solution, on en serait là, encore, à discuter, à se ranger dans un camp. Oui, c'est bien l'évaluation. Non, c'est pas bien. Et ça n'avance personne. Ni les collègues qu'on suspecte d'être incompétents à cause de compétences. Personne n'est personne. Et c'est notre système éducatif. On dit on est compétent, on est compétent, on est compétent. On est compétent. Mais voilà une épreuve qui sort. Et les épreuves voyagent. Les épreuves voyagent. Et il y a des documents. Lorsque vous les lisez, vous dites, mais il y a une vous frissonnez, vous dites, ah, et c'est des documents qui paraissent dans des chancelleries. Et c'est des cadres béninois qui écrivent des documents erronés sur le système éducatif. Voilà comment ça se présente dans le système éducatif. Et pourtant, de l'intérieur, on dit, ah, c'est la meilleure approche. Il n'y a pas de meilleure approche. Vous avez parlé tantôt de la volonté du politique. Comment allier cette volonté à la technique? Enfin, j'ai noté comme un défaut de courage de certains cadres à pouvoir dire la vérité Tout à fait. aux politiques. C'est ça. Le courage utile et de marteler la même chose au besoin de démissionner. Et comme ça se fait, on le voit en France partout. Il démissionne, il dit, ah, moi je veux ceci, mais bon, le ministre m'a dit de faire ceci, et moi je pense que c'est ceci. Ce courage-là, nous n'avons pas souvent ce courage au Bénin. Refuser à une autorité d'aller dans son sens, on se dit, ah là là, c'est grave, et puis bon, on va dans ce sens, on fait tourner les choses telles qu'il exige, et puis après, blanc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre là, et on ne sait plus quoi faire, et ainsi de suite. Et puis, on change peut-être, et ainsi de suite. On dit, voilà. Donc, à mon sens, voilà ce qu'il faut peut-être mettre en œuvre. Il faut encore connaître le système comme il faut. Il semble que l'État ne connaît pas bien le système. Est-ce que le problème change qu'on soit au premier degré à l'enseignement primaire, maternel et primaire, ou au second à l'enseignement secondaire, ou même au supérieur?
Nous, au supérieur, je ne peux pas en parler, mais au secondaire, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Les collègues, on a des cahiers d'activité, on a plein de choses, et puis il y a un guide d'enseignement qui n'est pas considéré comme guide, qui est considéré comme des données, qui renferme des données prescriptives. Non! Qu'est-ce que vous voulez dire? Le guide n'est pas guide, ça ne guide pas? Non, le guide, voilà, le guide est un guide. Le guide ne décide pas, n'impose pas. Le programme, c'est un programme par compétence. C'est ça le programme. Le guide aide à mettre en œuvre le programme. Alors, les collègues pensent que le guide, le guide a aussi un caractère prescriptif comme le programme. Le programme d'études, c'est comme une loi. Le guide, comment est-ce qu'il faut appliquer cette loi-là? Et ça a un caractère indicatif, le guide. Alors, les collègues au secondaire, vous voyez la prolifération des cahiers d'activité, plein de choses. Il semble que le ministère est en train de réglementer ça maintenant. Où, bon, les élèves viennent, ils ouvrent le cahier d'activité et à partir de là, et tous les ans, c'est la même chose, c'est la même activité. C'est ça. Ces travers-là du primaire ont été répercutés sur le secondaire. C'est la même chose pratiquement pour le secondaire. Je ne sais pas ce qui se passe au supérieur. Donc, c'est la même chose, c'est le même débat. Et c'est ça qui nous conduit à cette situation bizarre-là, quoi. Voilà. Et dans ça, on a vu comme une déconnexion des parents d'élèves depuis un certain nombre d'années parce que les programmes ont changé, ou du moins parce que les approches ont changé. Oui. Et là encore, il y a une sorte de malentendu parce que certains militent pour que on intéresse les parents d'élèves au programme. Mais je dis, mais c'est un débat rétrograde. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas intéresser les parents d'élèves au programme. Non, on ne peut pas engager un processus. Mais le parent d'élève, même le parent d'élève lettré, de quel temps il dispose pour faire quelque chose à son enfant en mathématiques? CM1, CM2. Et il n'y a pas que la mathématique. Il y a le français, il y a d'autres disciplines. De quel temps il dispose pour le faire? De quel temps il dispose pour venir comprendre ce que nous comprenons difficilement là? On n'arrive pas à venir. Pour comprendre ça d'abord, pour que lorsque son enfant a besoin d'une aide à la maison, il puisse recourir, il puisse l'aider. De quel temps il dispose? Ensuite, il sera à la fois professeur de maths, professeur de français, professeur ainsi de suite. Quel parent d'élève peut faire ça? Ensuite, tous les parents d'élèves ne sont pas allés à l'école. Donc, ce débat de... Parce qu'il y en a qui disent, si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'intéresse pas les parents d'élèves. Non. Même si on intéressait les parents d'élèves, d'abord, ce serait un travail titanesque qui va demander un investissement qui ne conduira pas là où on veut aller. Donc, les parents d'élèves, c'est vrai, s'inquiètent parce que beaucoup de choses ont changé. Mais il faut qu'ils aillent dans le courant. Qu'est-ce que l'élève a dans son cahier? Et que si un parent d'élève se dégage du temps pour faire ça, qu'est-ce que l'élève a écrit dans son cahier? Qu'est-ce que mon enfant a écrit? Il part de là et il progresse. Et ainsi de suite. Et puis bon, il y a maintenant que les gens prennent beaucoup de répétiteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça peut aller au marché. Donc, c'est un faux débat. On ne peut pas se défausser sur le fait qu'on n'intéresse pas les parents d'élèves à ça, que c'est pourquoi. Non, non, non. C'est nous qui ne faisons rien pour que ça progresse. Nous, enseignants, membres du réseau d'encadrement pédagogique, décideurs, n'est-ce pas? C'est nous qui devons faire le ménage à notre niveau et ça va progresser naturellement. Ça va progresser naturellement, à mon sens.
Alors, parlons d'un autre problème particulier cette fois-ci, puisque vous êtes là, professeur donc, de mathématiques. On parle de désintéressement des mathématiques. Enfin, les enfants ou les élèves, les apprenants qui ne s'intéressent plus vraiment à cette discipline. Il a même ce courant-là aujourd'hui qui veut amener les enfants à venir dans cette filière à la série C, notamment au bac série C. Oui. De par le monde, il y a un désintéressement total pour la mathématique. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'on obtenait à partir des compétences en mathématiques, les gens peuvent l'obtenir par d'autres chemins déjà là. Ensuite, moi je rends hommage à ceux qui m'ont formé, mais pendant qu'on était en classe, très peu de camarades de classe étaient à certains niveaux de mathématiques. Donc déjà là, en montant, très peu de camarades de classe étaient à même de faire ce nombre d'activités que une minorité était capable de faire. Avec l'explosion démographique et le fait que maintenant, bon, on peut ne pas être fort en mathématiques et réussir, ben, les gens préfèrent ne plus faire les mathématiques. Et les compétences sont venues précisément pour que on donne un sens aux mathématiques. C'est pourquoi il dit, le maître et le professeur de mathématiques n'apprend pas aux élèves à faire des exercices. Il leur apprend à construire les mathématiques à partir d'activités pour qu'il puisse construire lui-même des connaissances qui vont lui servir immédiatement et plus tard. Donc, les mathématiques, de façon générale, c'est ça. Est-ce qu'il y a des astuces pour intéresser les apprenants aux mathématiques? Oui, ce sont les astuces. Ça dit déjà la conduite du professeur en classe, la conduite du maître en classe. N'est-ce pas? Si on ne dit pas, c'était la réponse, c'est terminé. Non. On fait justifier pourquoi on est parti d'où. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si on commençait par faire ça, c'est pourquoi les choses ont changé à partir de 2001. L'élève donnera un sens à ce qu'il fait. Et donc, il va se dire, ah, mais oui, voilà, cette histoire-là, en réalité, je n'ai pas obtenu tel résultat, j'ai 0. Mais on vous dira aussi que les programmes sont assez vastes en mathématiques et qu'il faut finir. Merci du fait. Les programmes sont de plus en plus exigeants, sont de plus en plus vastes. C'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut pas en fixant les objectifs, on est obligé de tout faire à la fois. Il faudrait donc, quand je dis harmoniser au niveau du réseau académique pédagogique, c'est quoi? Il y a un certain nombre de notions qui sont inscrites au programme qu'on peut regrouper. Pour faire plus court. Oui, on peut regrouper. Pour que les programmes soient plus aussi vastes, vous voulez dire? Non. Si je regroupe, si autour de, par exemple, la propriété de Pythagore, si un certain nombre de propriétés gravitent autour de la propriété de Pythagore, si je règle ça en même temps, au lieu de régler la propriété de Pythagore et après de régler l'autre propriété dans un autre cours, je m'investis de façon à construire une activité qui permettra à l'élève de voir et la propriété de Pythagore et les propriétés que peuvent générer, qui peuvent être déduites de cette propriété en même temps, dans le même cours. J'avance dans le programme. Est-ce que ça ne dépend pas de l'organisation personnelle de l'enseignant? Évidemment, c'est ce que je dis là. C'est la façon dont il s'organise pour regrouper un certain nombre de concepts en prenant en compte ce que le guide dit et en prenant en compte aussi le temps dont il dispose, le nombre d'élèves qu'il a, l'activité, la subtilité de l'activité. Tout ça est pris en compte dans la préparation de la classe. C'est pourquoi je disais, standardiser les pratiques de classe, c'est dangereux. Puisque l'enseignant va dire, on va faire ceci, attends, je fais et j'arrête. Il ne termine pas les programmes et ça joue beaucoup sur le système. Donc, harmoniser les points de vue, ça va jusque-là. Si on n'arrive pas, les programmes sont de plus en plus denses,
c'est vrai, mais une organisation rationnelle, appropriée de la situation, peut permettre de terminer ce programme-là. Et l'élève va passer de classe en classe et va évoluer normalement. Voilà. Il faut qu'on s'entende là-dessus. On va revenir, avant de laisser l'antenne aux auditeurs, on va revenir sur l'évaluation diagnostique des enseignants de 2008, les reversés de 2008, j'allais dire, aux propositions, aux recommandations du conseil du CSDS, comme on dit, pour ne pas mélanger les pédales, et demande de suspendre jusqu'aux prochaines vacances le processus de l'évaluation des connaissances académiques et professionnelles des enseignants contractuels reversés de la promotion 2008, de d'élucider tous les points d'ombre du projet en vue de l'adhésion de tous les acteurs pour aboutir à un consensus. Et troisièmement, de publier les résultats de l'audit de reversement en vue d'anticiper les fossés. Sur cette dernière recommandation, on n'a pas compris que on n'est pas commencé par là. Par exemple, si tant qu'on recherche les incompétents, rechercher les faussaires d'abord. Le dernier point qu'ils ont soulevé là. Oui. Oui, non, moi j'adhère entièrement à leur proposition, aux 3 recommandations. Aux 3 recommandations. Mais ce n'est pas ça seulement qui va régler le problème. En même temps, de façon simultanée, de façon concomitante, il faudrait faire en sorte à comprendre le système d'abord, n'est-ce pas, et à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que si on arrête, si on ne dit pas ce qui va se passer après, on va retomber dans la même situation. Il faut en même temps qu'on arrête, réfléchir, quelles solutions il faut mettre en place pour que ça puisse évoluer. Sinon, on va retomber dans le même travers où ce débat-là sera toujours, aura toujours un caractère... J'avais retenu que vous aviez dit qu'il faut d'abord faire l'état des lieux, peut-être aller encore à des états généraux. Est-ce que cela ne nous éloigne pas de la solution? Est-ce que ce n'est pas trop lourd? Non, c'est trop lourd les états généraux. Je ne demande pas les états généraux. Faire l'état des lieux, c'est quoi? C'est connaître davantage le système. C'est faire connaître le système aux politiques. Qu'est-ce que nous avons là, n'est-ce pas, en réalité? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui sont là? Combien de cadres on peut solliciter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout ça là, il faut faire l'état des lieux. Donc il faut faire un audit de l'organisation. Je ne sais pas, ça dépend du nom qu'on lui donne. Comment faire pour connaître mieux le système d'abord? Qu'est-ce qui est là? Et non avoir des idées arrêtées sur le système. Se retrancher dans sa bulle pour dire il faut ceci, l'autre a dit non, il ne faut pas. C'est un débat inutile. Nous allons investir de l'énergie pour rien du tout. Et lorsqu'on fait ça, les cadres, ceux qui sont aux avant-postes, doivent pouvoir harmoniser les points de vue. Si ils n'harmonisent pas, nous serons dans cette situation-là. Harmoniser. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas ceci? Et à partir de là, les solutions, on va commencer par voir les solutions pour régler. Voilà. Donc, moi, j'adhère entièrement à ça, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en place de façon simultanée des commissions. Qu'est-ce qu'on fera après en réalité? Parce que c'est bien de savoir ce que chacun vaut. Mais s'il vous plaît, on évalue les enseignants. Mais ceux qui évaluent les enseignants, ils sont si immaculés que ça. Ils ne se trompent pas. Qui va évaluer cela? L'épreuve qui a été conçue par des cadres. Est-ce qu'on va évaluer les cadres qui ont conçu l'épreuve de cette façon-là? Donc voilà, c'est-à-dire que qui évalue qui, c'est vrai. C'est parce que je suis inspecteur que je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Là où je suis, moi, je peux me tromper. Donc, moi-même, je peux présenter des lacunes ici ou là. Et on me demande d'évaluer l'autre. Mais je peux aussi évaluer l'autre en pensant que ce que j'ai comme lacune est la réalité des choses. Or, c'est moi, je me trompe.
et j'évalue l'autre par rapport à ma réalité. C'est grave. Donc, quand on est dans des systèmes d'évaluation figés, statiques, c'est là où on aboutit. On n'a pas noté dans le diagnostic fait au cours de cette émission la politisation, vous n'en avez pas parlé. Pour vous, ça ne pose pas de problème? Non, pour moi, ça ne pose aucun problème. Les gens parlent souvent de la politisation. Qu'est-ce qu'on appelle politisation? Qu'est-ce qu'on appelle politisation? À mon sens, on ne devait pas évoquer la politisation. C'est quoi? On vous nomme ministre aujourd'hui. Évidemment, vous allez dans votre cabinet mettre des gens qui vont vous aider à mettre en œuvre la politique gouvernementale. N'est-ce pas? Si vous mettez un X à ce niveau-là, lui aussi va se dire, bon, directeur d'une société de cela, il va proposer. Ce n'est pas là le problème. C'est ce que chacun fait à son niveau. Mais ne propose pas toujours les gens qui ont la compétence de faire ce pourquoi. Évidemment, puisque ça a un caractère subjectif. Les nominations, n'est-ce pas? C'est ça la politisation. Bon, ce qu'on va avoir, il y a des gens qui sont contre leur père. Leur père est dans un parti politique et ils sont dans un autre parti politique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle politisation? C'est ça la politisation. Les gens parlent de comment vous appelez, des affectations. Mais, écoutez, vous avez besoin peut-être dans votre village, il n'y a pas d'école. Vous êtes nommé ministre. Vous allez faire quoi? Tenter d'avoir une école dans votre village. N'est-ce pas? C'est légitime. C'est ça la politisation? Non, votre village est une entité du Bénin. Tous les villages du Bénin n'ont pas la chance d'avoir un ministre. Voilà. Et puis, ce n'est pas dans tous les villages du Bénin que tu vas construire une école. Combien d'écoles comme ça vous pouvez construire pour que ça joue négativement sur le système? Moi, je ne sais pas, quand les gens parlent de politisation, je dis, je ne vois pas ça. Mais quand on vous nomme quelque part, ou quand vous progressez, vaille que vaille, et que vous atteignez un niveau donné, faites preuve de ce que vous pouvez faire pour mériter le niveau que vous avez atteint. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas de politisation. On nomme, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'on l'a nommé? C'est à partir de là que je le juge. Donc la politique ne peut pas impacter négativement le système. Ah oui, la politique, pour certaines décisions... Non, pas la politique en matière de décision, oui. La politisation, la politique comme... ah non, pour moi, ça ne peut pas jouer... Le militantisme, quand vous considérez un parti politique, il a beau être militaire ou enseignant ou pas, il peut s'inscrire dans un parti politique. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment un ministre qui fait quelque chose de façon solitaire quelque part, comment ça peut jouer sur tout le système au Bénin pour que les résultats soient mauvais une année donnée? À mon sens, je ne vois pas. Mais la politique peut amener à dire, bon, déclarez-moi tel taux de succès malgré l'état des lieux. Ah non, ça là ne se fait que, même lorsque le ministre souhaite, il dit, ah, avec ces résultats-là, nous avons 5%, hein, et ça va rester comme ça. C'est toujours à la délibération pour qu'on voit comment on va faire pour atteindre. Les gens qui sont reçus au bac, tout ça là, parfois, il y a des secrets. Comment on a fait pour que certains aient 10? Si on vous dit ça, vous allez crier. Ce n'est pas la politisation. C'est normal. Puis c'est l'État qui délivre le diplôme. C'est l'État qui dit ceci est valable. Si les apprenants, les produits ne sont pas valables, après on... Tout à fait. Donc, c'est la complicité des cadres. Quand on vous sollicite pour arranger les notes, ah, vous pouvez dire, ah, là où on en est là, on ne peut plus arranger. Si vous ne le dites pas, et que le ministre dit, bon, portez tous ceux qui ont 5, portez les 5% de façon qu'on ait 12 ou 13%, et que vous acceptez, sans un certain nombre de réalités que vous allez exhiber au ministre, ah, c'est vous qui êtes en train de... Ce n'est pas le ministre. Lui, il exprime une volonté, mais le cadre accompagne. Voilà, moi, mon idée par rapport à la politisation. Jusque-là,
on ne m'a jamais convaincu que la politisation peut jouer sur tout, je dis bien, peut jouer, mais négativement sur tout le système pour qu'une année donnée, il y ait de mauvais résultats. Non, ça ne peut pas jouer sur tout le système. Nous allons à présent laisser les auditeurs réagir, ceux-là qui comprennent notamment, n'est-ce pas, le sujet ce dont on a parlé. Ils peuvent nous appeler au 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Et nous avons déjà notre premier auditeur en ligne. Bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le jeune Ewagnon. Oui, allez-y. Non, je voudrais féliciter votre invité pour son exposé, mais de lui à nous, qu'il me dise, parce que je suis resté sur ma faim sur le dernier volet de son exposé. Dites-moi, vous êtes un bon père de famille, vous dites partout, mais vous redites à vos enfants là, ne sortez pas parce que dehors il pleut. Mais vous sortez comme par enchantement, comme par magie. Je dis en précision. Vous dites compétiteur né. Mais vous refusez la compétition. On est toujours dans l'éducation, hein, on ne va pas se tromper. Puisque lorsque un papa parle, il faudrait qu'il donne le bon exemple. Alors, vous refusez la compétition. Mais vous exigez aux autres, aux enseignants, de venir compétir. De vous à moi, vous là. Vous aurez accepté. En fait, si vous acceptez, peut-être parce que vous avez peur que l'on vous évalue votre cursus, c'est bon. Mais moi, comme je n'ai pas d'ardoise, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation. Qui veut éduquer qui? Bon dimanche, allons tous prier pour que chacun soit délivré. S'il se sent vraiment martyrisé, merci à vous, Eugène Ewagnon. Deuxième auditeur, bonjour. Monsieur Avancé, bonjour. Bonjour. Dieu donné renseignements de Podi à Degbago. Il y a un moment. Oui, vraiment. Allez-y, monsieur Dieudonné Rontinou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Les respects à vous. J'ai 3 questions pour vous. La première, dites-nous sans langue de bois. Pourquoi les ACE évalués le samedi 24 août passé n'ont-ils pas manifesté leur mécontentement lorsque le gouvernement voulait évaluer les enseignants vacataires? Car si mes souvenirs sont bons, il me semble que les évaluations sous l'aide de ce gouvernement-là ont débuté par ces enseignants vacataires-là. La deuxième question, dites-nous, l'enseignement inculqué à l'apprenant béninois est-il le même dans tous les pays francophones de l'Afrique? Et la troisième et la toute dernière question pour vous. Dites-nous, monsieur, pourquoi doit-on tout évaluer sous l'ère de ce gouvernement? Sommes-nous contraints de tout reprendre à zéro? Merci, bon dimanche à vous. Merci à vous, monsieur Rontinou. Troisième auditeur. Oui, bonjour, Gilles. Bonjour également à votre invité, Philippe Joy. Oui, allez-y, monsieur Joy. Il est transversal, votre invité. Mais où est-il était quand on nommait les ministres du primaire et du secondaire? Vigile, je prendrai son contact auprès de vous. Une vingtaine d'années de retraite, mais il est plus actuel que moi, qui suis en train de faire une demi-dizaine. Une seule question. Avec les UP, unités pédagogiques, et les AP, animation pédagogique au secondaire, qu'est-ce qui manque encore aux enseignants en dehors de ces séances du donner, du recevoir, pour qu'ils puissent être efficaces? Bonne émission à vous, bonne journée également. Merci, monsieur Philippe Joy. Quatrième auditeur, bonjour. Oui, monsieur Vigile, bonjour. Oui. Bonjour l'invité. Bonjour, monsieur. Valentin Ayonou. Je vous appelle de Tonvi, dans la commune de Saint-Podi. Mais mon cher l'invité, vous savez, je fais partie de ceux qui vous soutiennent sur ce plateau. Mais j'ai du mal quand de l'autre côté, on vous traite de quoi? Qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous sommes au temps d'un régime qui ne veut écouter personne. Et moi, je ne sais pas, vous êtes mathématicien. Mais pourquoi, dites-moi, pourquoi les mathématiciens, vous ne voulez écouter personne, que vous croyez que vous êtes au-dessus de tout? C'est ma première question. Deuxième question.
si vous étiez à la place des enseignants qui ont boycotté, vous auriez encore décidé d'aller faire la session de remplacement. Et troisième question, le taux de participation élevé à 75,24%, je crois. Est-ce que vous êtes sûr de ce taux prononcé par le gouvernement? Et pour finir, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce gouvernement par rapport à cette gouvernance? Je vous remets l'antenne. Merci à vous, Valentin Yonou. 5e auditeur. Allô? Oui. Bonjour, Jean Coton. Jean Coton, oui, allez-y. Oui, je salue le professeur. Bonjour. Professeur, dis-moi ce que tu évalues, je te dirai ce que tu enseignes. C'est Claudine Garcia qui me le fait dire. Je voudrais savoir, est-ce que l'évaluation diagnostique qui nous est la forme de l'évaluation diagnostique qui nous est proposée est la forme appropriée pour évaluer ces enseignants? Deuxième question. Je sais qu'il existe l'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative, l'évaluation formative. D'accord? Ces trois évaluations-là, quelle est la plus appropriée dans le contexte actuel? Les enseignants de 2008 qu'on évalue, c'est à croire qu'en le faisant de cette manière, ça donne l'impression que les maux dont souffre notre système éducatif proviennent d'eux. Vous me direz aussi votre avis à ce niveau. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton. 6e auditeur. Bonjour, Radio Soleil. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Gouakenou Pascal. Gouakenou Pascal, je vous appelle là depuis dans l'arrondissement de Guérégué. D'accord, allez-y, monsieur Gouakenou. Bon, je dis bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Et du courage. Bon, moi, j'aimerais compléter quelque chose à leur propos. Et que si nos dirigeants peuvent laisser la politique en dehors de l'étude, ça serait bien. Parce que c'est ça qui ne donne pas de bonne impression à l'étude. Et l'ancien programme, moi, je vois de chez moi que c'est plus bon que la nouvelle programme. Donc, c'est ce que moi, je veux dire ça. Et ils n'ont qu'à laisser la politique en dehors de l'étude. Merci. Pour permettre à les étudiants du travail. Merci pour votre contribution, Pascal Gouakenou. 7e auditeur. Oui, bonjour le plateau. Moi, j'appelle Fanny, on m'appelle Kéké Robert. Oui, allez-y, monsieur Kéké. Oui, au lieu que cette évaluation soit une évaluation générale, mon conseil est que l'évaluation est réservée seulement à une poignée d'enseignants. Bon, est-ce que concrètement, l'invité peut nous dire ce que le gouvernement veut de ces enseignants? Sinon, qu'est-ce qui me fait dire ça? Le monsieur vient maintenant de nous dire qu'il a un arrêté qui a circulation et que lui seul à son niveau, il a relevé près de 48 fautes. C'est-à-dire, au lieu que cette évaluation soit seulement pour ces enseignants de 2008, pourquoi ne pas généraliser cette évaluation? Et que veut le gouvernement? Je vous remercie. Merci, c'était le tout dernier auditeur de la série. Nous allons revenir en studio, donc commencer par les questions de Eugène Waignon, monsieur Komla Alangba. Il demandait, est-ce normal que le chef de l'État, selon ses mots, ait refusé la compétition, lui, alors qu'il veut aujourd'hui imposer la compétition aux enseignants? Bon, moi, je voudrais d'abord remercier vos auditeurs pour ces questions très pertinentes qu'ils posent, parce qu'ils veulent comprendre, oui. N'est-ce pas? Est-ce que le chef de l'État qui dit à temps et à contre-temps qu'il est un compétiteur né, est-ce qu'il va refuser quoi? La compétition en évaluant. Est-ce qu'il va imposer, alors en refusant du moins la compétition, oui. Est-ce qu'il doit imposer la même compétition, l'évaluation aux enseignants? Oui, mais il est élu pour développer une politique donnée. Bien. S'il pense que sa politique peut conduire le pays là où lui veut,
par cette évaluation, on va faire l'évaluation. À nous d'apprécier pour voir si cette évaluation peut aider le système éducatif à progresser. Moi, je n'ai pas de c'est lui, mais je dis c'est la méconnaissance du secteur et l'accompagnement que les cadres assurent aux politiques qui expriment une volonté donnée. C'est tout ça qui conduit à l'impasse dans laquelle nous sommes. C'est à nous de voir, si ça ne marche pas, c'est à nous de dire la vérité au président de la République. Monsieur le président de la République, votre projet-là ne peut pas progresser. Ça ne peut pas amener le système éducatif à progresser. Si on ne le dit pas franchement, lui, il va foncer. Il va foncer. Mais là, vous l'auriez dit, et à un moment donné, vous avez dit, à tel moment, j'ai pu dire ceci, mais on a quand même progressé. Et c'est important puisque ça va permettre aux gens de comprendre qui a conduit le pays dans cette situation. Donc, ils décident. Et après, c'est à nous de faire en sorte que cette volonté soit ou qu'elle ne soit pas. Voilà ce que je réponds là. Je prends les questions, Père Bell. Oui, c'est important. De donner Anchenou qui dit, mais pourquoi les ACE n'ont pas manifesté, c'est-à-dire les enseignants qui sont aujourd'hui évalués, n'ont pas manifesté leur mécontentement lors de la précédente évaluation des vacataires? Oui, bon, je ne sais pas. Au fond, il faut comprendre aussi que cette histoire a été perturbée par l'attitude des syndicats. Les syndicats qui, de façon, les centrales qui, en grand nombre, ont accompagné la décision du gouvernement, sans comprendre en réalité ce que c'est. Ils peuvent demander d'aller se faire évaluer, mais il faut qu'ils s'assurent que cette évaluation va vraiment conduire le système éducatif, va faire progresser le système éducatif. Ils ne se sont pas assurés cela. D'où, par exemple, cette épreuve. Parce que ceux qui ont conçu l'épreuve, par exemple, devraient descendre. Qu'est-ce qui est fait? Quels sont les thèmes utilisés ici et l'utiliser dans l'épreuve? Donc, les syndicats ne sont pas assurés de ces choses-là. Et ont lancé les collègues, et bon, donc ça les a divisés, et on en est là. Et le même Dieudonné nous demandait si les programmes d'enseignement sont les mêmes dans les pays francophones, dans tous les pays francophones. Les programmes ne sont véritablement pas les mêmes, évidemment. Au Togo, on n'a pas la même chose. Il y a longtemps que le Burkina Faso ne fait même pas les programmes HPM, harmonisant des programmes de mathématiques. Et les Burkinabés sont là. Et ils évoluent, ils ont des enfants qui sont qualifiés ici ou là, donc ainsi de suite. Donc, les programmes ne peuvent pas être... Un pays a un programme donné pour lui, compte tenu des objectifs qui se fixent. Donc, ça ne peut pas être les mêmes. On n'a pas les mêmes programmes en France. Évidemment, on triche un peu ici ou là. Philippe Yoy demandait si, avec les UP et les AP, qu'est-ce qui manque encore aux enseignants pour être efficaces? Mais ce qui manque aux enseignants, c'est de savoir ce qu'on attend vraiment d'eux. Ce qui manque aux enseignants, c'est l'assistance du réseau d'encadrement pédagogique. Assistance de façon désintéressée pour que le collègue se sente impliqué, qu'il ne sente pas que ça lui tombe dessus, il est obligé de faire ça. Et quand il le fait, il dit « Ah, ce sont les programmes, ce n'est pas moi ». Or, s'il est auteur de la conduite qu'il doit avoir en classe, parce que tout est dans la gestion de la classe. Vous avez beau préparer une bonne classe, tout ça là, une bonne fille, tout ça là. Si vous conduisez mal la classe, vous aurez de mauvais résultats. Donc, à mon sens, c'est ça. Valentin Ayonou, pourquoi les mathématiciens, vous n'écoutez pas les gens, vous n'écoutez personne? Non, moi j'ai appris à enseigner les mathématiques. Je ne sais pas si je suis déjà mathématicien, mais moi j'écoute. Et les gens écoutent, non, les gens écoutent. Les gens écoutent. En réalité, peut-être que quelques-uns ont poussé votre auditeur à dire ce qu'il dit là, mais non,
On écoute quand même. On écoute, c'est vrai. À mon sens, dans l'ensemble, moi j'ai eu beaucoup de chance à rendre visite aux collègues. Les collègues écoutent. Le même Valentin, il demande si après avoir entendu tout ce que vous avez dit, il faut aller à la session à venir, la session de rachat. Oh, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Puisque nous en sommes à une situation où les syndicats n'accompagnent plus. Donc chacun se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir demain? Ah, c'est une question importante. Il se dit, bon, si je n'y vais pas, ma famille, c'est quoi mon avenir? D'autres, ils sont plus courageux, ils disent, ils n'y vont pas. Bon. Moi, je ne sais même pas si j'étais en activité, si je vais avoir le courage de le faire ou non, mais je ne sais pas. Puisque je ne suis plus là. Mais moi, je dis, cette évaluation ne devait pas venir en ce mois-ci, à mon sens. Le taux de participation, l'autre élément de polémique, est-ce que vous avez cru aux chiffres avancés par le gouvernement? D'un côté comme de l'autre, je ne crois à aucun chiffre. Parce que tout est orienté. Je ne peux pas. Non, le gouvernement a eu, depuis 2016, un comportement sélectif compte tenu de certain nombre de dossiers, ce qui fait que ce qui l'intéresse, il le met, il le montre comme il le faut. Ce qui ne l'intéresse pas, bon, on le met un peu en berne. Et c'est là où on en est. Là. Donc je ne crois pas à ces chiffres-là. Le gouvernement fera ce qu'il veut pour montrer qu'il a raison d'aller dans le même sens. C'est à nous de prouver au gouvernement que cette évaluation ne devait pas venir en ce mois-ci, à mon sens. Jean Poton, il a cité les 3 différentes formes d'évaluation selon lui. Et il a demandé si l'évaluation diagnostique était la meilleure évaluation. Du tout pas, puisqu'elle n'est pas formative, au moins. Lorsqu'une évaluation est formative, elle fait progresser plus le système que lorsqu'elle est sous la forme présentée là. Donc, c'est quoi? On fait une épreuve d'un jour de 2 heures, 3 heures, 4 heures, et un autre jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et on se prononce là-dessus. C'est gravissime. Il n'a pas appris, comme je l'ai dit par exemple en mathématiques, à faire des exercices. Il a appris aux élèves à construire les maths. Et c'est ça le centre du changement de 2001, n'est-ce pas? Pour qu'on commence par parler de compétences. Et on range au niveau des compétences les contenus notionnels qui vont servir à construire les compétences, entre autres les stratégies, les savoir-faire, ainsi de suite, pour construire la compétence dans tel domaine ou dans tel domaine, pour contribuer à construire la compétence. C'est évident. Elle n'est pas formative, elle est quoi? On fait une évaluation, tac, et on décide. Non. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut améliorer le système. On veut que le collège se comporte bien en classe. Ah non, ça ne peut pas faire progresser le collège. D'abord, ces résultats ne donneront pas la physionomie réelle du système dans son ensemble. Ces résultats vont nous diviser. Ces résultats vont créer des mécontents. Et c'est là où on en est aujourd'hui. En fait, on va passer à côté du diagnostic. On va passer totalement du diagnostic parce que les voies choisies ne sont pas les voies appropriées, adéquates pour atteindre le résultat qu'on veut atteindre. Robert Keke, est-ce qu'on n'aurait pas dû généraliser l'évaluation à tous les acteurs du système éducatif? Je ne sais pas si un gouvernement peut tenter de faire ça. Oui, à mon sens, oui, mais comment évaluer les docteurs en mathématiques? Comment évaluer les inspecteurs? Il faut donc trouver des gens qui soient capables de les évaluer pour être sérieux au système. Oui, même dans le système, mais qui sont plus... qui peuvent dire à l'inspecteur, ah, ici, tu t'es trompé parce que tu peux assurer la formation des inspecteurs. Voilà l'œuvre dans laquelle on s'engage, ça veut dire que c'est difficile. Ceux qui évaluent maintenant, on va les évaluer. Ceux qui vont les évaluer ainsi. On est dans une sorte de cercle vicieux où, bon,
celui qui évalue même a quelques lacunes. Et il doit pouvoir reconnaître qu'il a quelques lacunes. Et voilà, par exemple, l'épreuve conçue par des gens qui sont censés comprendre, mais qui ne sont pas allés. Qu'est-ce qui est fait au primaire? Quels sont les thèmes utilisés? Quel est le niveau de transposition didactique adopté? Et pourtant, ils ont conçu une épreuve. Comment on peut concevoir une épreuve sans connaître le système, ce qui est là? Et ils l'ont fait. Voilà une erreur dans la constitution même de l'épreuve de mathématiques. Puisque nous parlons donc de l'évaluation des évaluateurs, les correcteurs ne sont pas forcément les évaluateurs, mais en somme quand même, je peux vous dire, pour les retours que nous avons à l'enseignement secondaire, par exemple, que les reversés de 2008, leurs copies sont parfois corrigées aujourd'hui par des gens qui ont été recrutés bien après eux, donc en compétences voilà. moins rodées déjà. Je comprends. Ouais. Voilà encore dans quoi on s'engage, parce que peut-être il a un niveau plus élevé, mais l'autre est plus expérimenté peut-être. Et lui, il apprécie quelqu'un qui est plus expérimenté et qui connaît certaines choses qui échappent à l'autre qui est... Voilà un exemple qui nous conduit à dire que cette évaluation ne devrait pas venir en ce mois-ci. À l'état actuel des choses, à mon sens. Eh bien, M. Komla Langba, nous sommes au thème de cette émission. Oui, merci de m'avoir invité pour parler du système éducatif. Je voudrais nous inviter à rentrer en nous-mêmes, n'est-ce pas, pour cesser de nous inscrire dans un camp comme dans un autre. Mais là où moi je suis contre cette évaluation. Mais je suis prêt à écouter aussi les autres et à comprendre pourquoi cette évaluation et à voir si on peut avoir des points les points qui vont converger. N'est-ce pas? Nous devons rentrer en nous-mêmes pour voir. Si on veut connaître la façon dont un collègue se comporte en classe, ce n'est pas cette forme d'évaluation. Nous devons nous entendre là-dessus. Et trouver une autre forme d'évaluation, exploiter les ressources qui sont là. Il y a plein de cadres capables d'évaluer. C'est la façon dont le cabinet ministériel conduit ces cadres-là qui peut nous aider. Si on leur commande quelque chose et qu'on ne vérifie pas ce qu'ils ont produit et qu'après on trouve une autre solution, ainsi de suite, de solution en solution, eh bien, on sera là, à chaque fois, on va dire, c'est ceci, c'est cela, on va trouver une solution, après une autre solution, et on n'avancera pas d'un pouce, et on sera dans une impasse comme celle que nous vivons actuellement. Donc, moi, je pense que il faut nécessairement que les gens rentrent en eux-mêmes et comprennent que chacun ne doit pas aller dans son sens. Non. Nous devons tout faire pour mener une réflexion commune pour savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment pour sauver le système. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver le système? Et pour sauver le système, nos concepts, une harmonisation d'ensemble du système. Qu'est-ce que nous comprenons par compétence? Qu'est-ce que c'est l'approche par compétence? L'approche par compétence qui n'est pas un programme d'études. Les gens vous disent, vous savez, nous sommes dans l'approche par compétence. Je dis oui, d'accord. L'approche par compétence n'est pas imposée à titre indicatif, c'est une approche. Vous pouvez adopter une autre approche et conduire les enfants. Mais il y a des gens qui ont été à l'école en mon temps et en d'autres temps. On ne leur a pas parlé de compétences. Et pourtant, Dieu seul sait. Il y a des cadres qui sont vraiment compétents. Mais on n'a pas appliqué l'approche par compétence. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement l'approche par compétence qui conduit les élèves à être compétents. Il faut démystifier l'approche par compétence. Il faut mieux comprendre ce que c'est. Pour vous résumer, Koromlan Alangba, merci. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller pédagogique de mathématiques générales à la retraite depuis 2001. Merci d'être venu à cette émission. Je vous en prie. Merci à vos auditeurs aussi. Merci à nos auditeurs, je le dis aussi. Merci à Mohamed Liamidi qui a assuré la réalisation technique de cette émission.
Sans langue de bois, c'en est fini pour aujourd'hui. À dimanche prochain.